Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce magazine Télé Santé, médecine d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous le docteur Ange Bondé, qui est médecin de famille et également drépanonologue. Ensemble avec lui, nous allons nous entretenir sur plusieurs sujets qui touchent cette maladie qui est la drépanocytose. Alors je dis bonjour docteur Ange. Bonjour Madame Jenny. Vous allez bien? Très bien. Oui, ça va très bien, merci. Ok. Alors, docteur Ange, comme je l'ai dit au début de cette émission, vous êtes médecin de famille également, drépanologue. Alors, dites-nous en très peu de mots, qu'est-ce que c'est que la drépanocytose? Merci beaucoup Madame Jenny de cette opportunité que vous nous donnez pour édifier l'opinion sur la drépanocytose. En fait, la drépanocytose, en termes simples, c'est une maladie, une anémie, en fait, une maladie de l'hémoglobine qui affecte la qualité de l'hémoglobine, qui est due à une mutation d'un gène et qui a produit, en fait, l'hémoglobine de mauvaise qualité qu'on appelle l'hémoglobine S. Et c'est cette hémoglobine-là, lorsque la personne se retrouve, c'est une maladie héréditaire, c'est-à-dire ça vient de parents, qui est génétique parce que dû à une mutation de gène, et ça produit une hémoglobine de mauvaise qualité, qu'on appelle l'hémoglobine S. Normalement, la bonne hémoglobine, c'est l'hémoglobine A. Alors, lorsque la personne est affectée de l'hémoglobine, de cette maladie-là, lorsqu'il est soumise dans des conditions où il y a moins d'oxygène, où il y a une déshydratation, ces globules rouges-là vont perdre leur forme normale de déformabilité, c'est-à-dire ils vont essayer de se falsiformer, ils vont subir ce qu'on appelle une polymérisation, c'est-à-dire ils vont s'entasser pour pouvoir faire perdre aux globules rouges sa capacité de déformabilité, c'est-à-dire la capacité qui permet aux globules rouges de s'adapter dans le contenu des vaisseaux dans lesquels ils se retrouvent. La conséquence, le globule rouge va boucher la circulation. C'est-à-dire, lorsqu'il va s'arriver, le globule rouge, lorsqu'il va arriver dans le milieu où la circulation sanguine est basse, où il y a des échanges de l'oxygène et les COD, c'est-à-dire au niveau des capillaires, ces globules rouges-là, falciformés, vont boucher la circulation. Et nous allons, ce que nous appelons une vaso-occlusion, c'est-à-dire l'occlusion, une obstruction des vaisseaux par le globule rouge. La conséquence serait effectivement, lorsqu'il y a cette obstruction, il y aura en fait 2 ou 3 conséquences. La première conséquence est que l'échange de l'oxygène ne va pas bien se faire entre le globule rouge et la cellule. C'est qu'il y aura souffrance cellulaire qui va se manifester par des douleurs. Deuxième conséquence. Douleur osseuse. Douleur partout, parce que le sang, c'est partout. C'est-à-dire, la douleur résulte de l'insuffisance de l'oxygène au niveau des cellules. Or, le lieu où c'est fait, c'est au niveau des capillaires qu'il y a ces échanges-là. Alors, c'est la douleur. Voilà pourquoi nous parlons que cette maladie est caractérisée par des douleurs. Les personnes atteintes de la douleur vont se plaindre soit de la douleur. La douleur et l'obstruction ne vont pas choisir les organes. On va le voir, les manifestations de la maladie, c'est de la tête aux pieds. Deuxième élément, conséquence, effectivement, il y aura baisse du taux d'hémoglobine. Donc, il y aura hémolyse, c'est-à-dire qu'il y aura une destruction de globules rouges parce qu'ils ne vont pas suivre le cours normal. Ce qui va se caractériser par l'anémie, c'est-à-dire le taux d'hémoglobine est très bas. Donc, ils auront du mal. C'est qu'ils auront tout le temps, ils vont évoluer, c'est qu'on peut dire en hypoxie, c'est-à-dire qu'il y aura moins d'échanges et le taux d'hémoglobine sera très bas. Troisième conséquence, ils auront du mal à se défendre face aux infections. C'est ce que nous appelons une susceptibilité à développer les infections. Donc, ils vont commencer... Ils sont exposés. Voilà, il y a des germes, il y a certains germes, lorsqu'ils atteignent les drépanocytoses, ils vont commencer à faire des infections à tout moment parce qu'effectivement, la rate qui est censée nous protéger aussi va subir beaucoup de vaso-occlusion et qui ne va plus assurer son rôle de défense immunitaire. Ce qui va faire, ces germes-là vont pouvoir attaquer la personne, notamment le pneumocoque, qui vont commencer à attaquer les drépanocytoses. Donc, ils seront susceptibles aux infections. Donc, il y aura 3 signes clés, la douleur, l'anémie et puis la fièvre, les infections, ils ont commencé à fièvre. Voilà un peu, en peu de mots,
par rapport à la drépanocytose. Mais là, d'emblée, on peut vous dire que c'est une maladie, c'est la première maladie génétique au monde. Donc, c'est la première maladie où on retrouve effectivement cette transmission, cette mutation des gènes et puis sa transmission héréditaire. Notre pays, c'est une maladie cosmopolite parce qu'on le trouve actuellement dans presque tous les continents. En Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, ainsi de suite. Notre pays, la RDC, se trouve être bien le 3e pays au monde. Après l'Inde, le Nigeria, il y a la RDC, avoir un grand nombre de drépanocytaires ou de personnes ayant un trait de la drépanocytose. Alors, parlez-nous un peu du projet Drépacy. Pourquoi le choix de la commune de Sélémbal? Eh bien, merci. Partant de ce que je viens de dire, je veux, avant de chuter sur le pourquoi de la maladie, la conséquence de la drépanocytose, en fait. C'est une maladie qui est héréditaire, mais c'est une maladie de l'ignorance qui est méconnue. Méconnue tant dans sa, tel que je vais l'expliquer comme ça, c'est pas tout le monde qui va le comprendre. Et aussi, c'est une maladie méconnue tant au niveau de prestataires de soins, médecins, infirmiers, que de la population. À telle enseigne que cette maladie est à la base d'une mortalité de 50 à 90% chez les enfants de moins de 5 ans. C'est-à-dire lorsqu'un enfant naît, lorsque vous avez 100 enfants qui naissent et qui sont drépanocytaires, c'est soit 50 ou 10 qui vont atteindre l'âge de 5 ans. Parce que cette tranche d'âge-là, il y en aura, bon nombre vont mourir s'il n'y a pas d'intervention. Et aussi, c'est une maladie invalidante. Ça entraîne des complications de la tête aux pieds. Et puis, c'est 30% des gens qui souffrent de cette maladie vont développer des complications. Plusieurs complications, hein, de la tête aux pieds, même des complications osseuses, des complications. Je dis les complications de la tête aux pieds. Ils peuvent faire l'AVC, ils peuvent avoir des rétinopathies drépanocytaires, ils peuvent développer des syndromes thoraciques aigus et avoir des morts subites, ils peuvent développer des hypertensions artérielles pulmonaires, ils peuvent développer des crises vaso-occlusives mésentériques, ils peuvent développer des splénomégalies, hein, des rate augmentées, des hépatopathies, ils peuvent développer des néphropathies drépanocytaires, ils peuvent développer des nécroses de la tête humérale ou de la tête fémorale. Ils peuvent entraîner des boiteries, des handicaps physiques. Ils peuvent développer des ostéomyélites, donc des ulcères. Donc, vous avez presque tout. Alors, par rapport à cela, ayant constaté que c'est une maladie de l'ignorance, la meilleure des choses pour pouvoir attaquer cette maladie, il fallait initier soit la sensibilisation de la population et de commencer les dépistages dès le bas âge, notamment chez les femmes enceintes, chez les enfants à la naissance ou moins de 5 ans, parce que c'est la tranche d'âge où il y a une forte mortalité. Voilà pourquoi ce projet, initié dans notre pays, mais soutenu par la Fondation Pierre Fabre avec l'Agence française de développement, c'est un projet multi-pays qui, c'est en Drépacy, ça veut dire drépanocytose en Afrique centrale et en Côte d'Ivoire. C'est un projet qui est implémenté en RDC, au Cameroun, en République centrafricaine et puis en Côte d'Ivoire. 4 pays. 4 pays. Essentiellement, c'est une intégration de la drépanocytose dans les soins de santé primaire. Il y a 3 axes dans ce projet. Il y a d'abord le dépistage de la drépanocytose chez les femmes enceintes et puis chez les enfants de 0 à 5 ans. Il y a la confirmation de cette maladie, parce qu'on fait le dépistage avec des tests rapides, mais il faut aussi les confirmer avec l'électrophorèse. Il y a maintenant la prise en charge. Ces enfants-là qui sont dépistés doivent être pris en charge. C'est renforcer la dynamique communautaire, c'est-à-dire la communauté doit être au courant, la communauté doit s'impliquer. Voilà pourquoi nous, on a abordé l'aspect, la péréducation, c'est-à-dire les pères, les gens qui sont concernés par la maladie vont sensibiliser les pères. Il y a aussi les relais communautaires qui entrent pour pouvoir bien poser le diagnostic communautaire, expliquer aux familles, expliquer à la population l'importance du dépistage déjà lorsque la maman est enceinte, pour pouvoir savoir est-ce que la dame là est porteuse d'un trait drépanocytaire pour pouvoir dépister son enfant. Ou si elle-même elle est drépanocytaire, donc sa grossesse sera à risque, il faut la suivre.
Et puis, une fois que le diagnostic a été posé, on devra suivre ces enfants-là pour essayer de prolonger leur expérience. Voilà un peu ces trois axes-là. Alors, Le choix de la commune de le choix de Selembao. la commune de Selembao, bon, c'est un choix, en fait, il faut dire, au niveau de la RDC, on avait essentiellement ciblé, c'est un projet pilote. On avait initialement ciblé trois divisions provinciales, trois villes, hein, trois divisions provinciales de santé. Lesquels? Kinshasa, il y a au Kasai, Mujimai, et puis au sud Kivu, là-bas, au Bukavu. Alors, dans ces trois, il y avait maintenant, il fallait cibler une seule zone de santé. Sur les 35, par exemple, à Kinshasa, d'où ici à Kinshasa, nous avons la zone de santé de Selemba. La drépanocytose, communément appelée anémie SS, est un vrai problème de santé publique en RDC. Et vous savez aussi que le pays a fait beaucoup d'efforts. Il a mis en place un programme de santé de lutte contre la drépanocytose avec un plan stratégique et beaucoup d'outils normatifs. Aujourd'hui, c'est un atelier multi-pays et nous profitons en fait d'un appui de la Fondation Pierre Fabre qui appuie 4 pays. Donc il y a la RDC, il y a le Cameroun, il y a la Côte d'Ivoire et la République centrafricaine. Ce projet a été implémenté dans les 4 pays et cet atelier, c'est un moment d'échange des résultats et ça va nous permettre aussi de dégager les stratégies additionnelles pour pouvoir adresser ces défis en rapport avec la drépanocytose. Il faut noter aussi qu'il y a beaucoup d'efforts dans les pays. C'est aussi l'occasion de signaler l'appui qu'apporte la Première Dame, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi, qui a fait vraiment de la drépanocytose l'une de ses priorités. Parce que vous le savez, la construction du centre Mabanga et tous les autres appuis qui sont en train d'être faits. Aujourd'hui, le gouvernement de la République aussi a remis 500 000 tests de dépistage pour permettre au programme de renforcer les aspects du diagnostic. Voilà. Et puis, à Mbujimaï, il y a la zone de santé de Diulu. Et puis, au sud Kivu, à Bukavu, vous avez les zones de santé d'Ibanda. Maintenant, ici, c'est l'Embao, c'est parce qu'effectivement, nous-mêmes, nous avons mené depuis longtemps les activités de prise en charge de la drépanocytose dans la zone de santé de Selembao. Nous sommes médecins à l'hôpital général de Makala, ex-sanatorium. Donc là-bas, il y a une unité de prise en charge de la drépanocytose qui est opérationnelle depuis 2018. Donc, nous avons quand même un background sur la prise en charge de la drépanocytose et ce qui avait fait que c'est partant de ce constat qu'on a remarqué que la population environnante nous transférait à l'hôpital général des enfants anémiques, mais dans leur bon, ils ne signalaient pas qu'ils suspectaient la drépanocytose. D'où il y a eu un besoin de pouvoir capaciter tous ces prestataires de premier ligne, des infirmiers, tout ça, de toutes les polycliniques qui sont autour de l'hôpital général. Vous savez que la pyramide des soins de notre pays commence, les soins primaires commencent par les soins de premier échelon pour monter. Alors, il fallait maintenant capaciter tous ces centres de santé périphériques pour pouvoir poser des diagnostics et référer à temps les drépanocytoses. Merci beaucoup. Alors, quel est l'avantage de ce projet? Déjà, ce projet, on l'a implémenté de 2002, c'était un peu timide, à 2024 maintenant là. Et je vous dirais qu'en termes de résultats, en termes de formation, nous avons eu à former environ 300 prestataires de soins, c'est-à-dire médecins, infirmiers, laborantins, sur la drépanocytose. Et par rapport à cela, les agents communautaires, plus ou moins 200 agents communautaires, c'est-à-dire les communautaires, pères éducateurs, on les a formés. Et les femmes enceintes, on les a dépistées. Environ, on va atteindre d'ici décembre ici 10 000 femmes enceintes dépistées sur la drépanocytose. Ce qui n'a jamais été le cas. 10 000 femmes. Et dans le cadre, maintenant là, je pense que ça va être boosté l'année qui va suivre parce que dans le cadre de la couverture santé universelle, on pourra intensifier les femmes enceintes qui viennent, soit systématiquement. Le plaidoyer est que systématiquement, toute femme enceinte doit être
dépisté. Tout nouveau-né doit être dépisté. Mais nous, on avait dépisté les nouveau-nés des enfants dont les mamans portaient la tare S, c'est-à-dire des AS. Et là, on a dépisté environ 3000, on est dans le 3000, on va atteindre le 3000, on a déjà dépassé les 3000 enfants nouveau-nés. Et aussi les autres enfants, lorsqu'ils viennent avec des crises, c'est-à-dire un enfant méconnu qui se présente à l'hôpital avec une anémie, avec des infections récurrentes, il a moins de 5 ans, on dira les CPS, quand il y a une notion déjà de la famille des polytransfusions, on les a dépistés aussi, environ 6000 enfants. Donc, ce projet, à l'heure où nous parlons, on va atteindre plus ou moins 180 enfants, sans compter les femmes enceintes, hein, 180 enfants, on va atteindre on est en train de suivre dans le cadre du projet. Hein, oui. Il faut dire qu'on suit plus que ça. Et dans le cadre du projet, 180 enfants de moins de 5 ans qui sont suivis régulièrement chaque mois, qui reçoivent les médicaments essentiels et qui bénéficient de l'accompagnement psychosocial avec des visites à domicile dans le cadre de ce projet, dans la zone de santé de Sélémba. Coup de chapeau à vous. Alors, les hommes ne sont pas concernés? Les hommes ne sont pas concernés comment tout le monde est concerné, c'est-à-dire dans la sensibilisation. Ils sont là pour sensibiliser. Vous savez qu'on est beaucoup plus facile d'être fils de sa mère que de son père. Ah ouais. Alors, donc, par rapport à cela, prioritairement, nous nous focalisons sur la femme enceinte parce que c'est un état de vulnérabilité et puis chez les enfants de moins de 5 ans. Là, dans le cadre du projet, le dépistage est gratuit, à défaut ou pourquoi la confirmation sur le diagnostic. Quelles sont les difficultés rencontrées? Les difficultés, on en a quand même eu, c'est quand même légion. Hein. La première, c'est d'ordre de compréhension, parce que faire passer le message, c'est pas toujours facile. C'est pas facile. Et puis, il y avait d'abord aussi l'acceptabilité de test, parce que le dépistage s'est fait effectivement lorsque la personne ne développe pas encore de la maladie. Oui. Quand on fait un dépistage, il n'y a pas encore de signes de la maladie. Donc, trop souvent, des fois, au début, c'était difficile aux familles d'accepter. Mais avec le temps, et souvent, lorsqu'on parle déjà de l'enfant, où on dépiste, on donne le diagnostic, ils peuvent refuser parce que si vous dépistez à 0 jour ou à 1 jour dans la période néonatale, c'est-à-dire les 30 premiers jours où l'enfant de naissance, l'enfant ne va pas développer les signes. Les signes apparaissent après 3 à 6 mois. Donc, vous vous rendez compte, un enfant chez qui on avait dépisté à la maternité ou durant on lui avait dit que c'était un drépanocytaire, les parents peuvent refuser au début, mais lorsque, après 6 mois, ils commencent à développer les crises, ils peuvent se souvenir déjà. Heureusement, il y avait cet accompagnement déjà, des visites à domicile, ils peuvent quand même se ressaisir pour pouvoir intégrer la corde du suivi. Les difficultés sont d'ordre aussi financier, hein, sont d'ordre financier parce que effectivement, n'eût été cet apport de la Fondation Pierre Fabre, que nous saluons en passant, avec l'Agence française de développement, que nous saluons, n'eût été cet apport, ce projet ne serait jamais matérialisé. Donc, avec qu'on a subi, parce que le réseau de repas, sur l'accompagnement de 100 rues, hein, qui nous accompagne dans la mise en œuvre de ce projet. Donc, ça nous a permis effectivement de l'implémenter et aussi du programme national de la lutte contre la drépanocytose qui émet des normes et des directives que nous appliquons sur terrain pour pouvoir rester dans la vision de ce que le pays voudrait, dans les normes de prise en charge que le pays voudrait qu'on puisse arriver. Les difficultés, effectivement, sont ça. Et puis, effectivement, nous voulons que le projet, vous savez, c'est un projet, qu'on ait encore beaucoup plus s'étale, effectivement, pour que nous puissions atteindre un grand nombre d'enfants et que ça soit beaucoup plus intériorisé. Alors, docteur, pour chuter, comment faire pour éradiquer cette maladie définitivement en République démocratique du Congo? Bon, parler en termes d'éradication, ce serait trop prétentieux. Trop prétentieux et nous ne sommes pas les adeptes de l'eugénisme, c'est-à-dire une sélection que de bonnes personnes.
ce serait difficile parce que c'est une maladie héréditaire. Hein, il est difficile, bon, c'est vrai, quand on est SSS, on sait que c'est une maladie qu'on peut pas éradiquer. Le terme approprié serait réduire la survenue de la maladie, la prévalence de la maladie. Éradiquer, c'est-à-dire détruire tous les mettre fin à drépanocytaires. ça. Mais ça serait toujours difficile parce que c'est pas tout le monde qui connaît son électrophorèse. Il y en a qui contactent le mariage où ils peuvent avoir des enfants sans pour autant faire le test. Et ce n'est que a posteriori, ils sauront qu'ils étaient hétérozygotes et l'autre hétérozygote que vous avez. Je vous dis, madame, est-ce que vous connaissez votre Oui, je connais profil? mon électrophorèse, c'est Coup de AA. chapeau, AA, AA, coup oui. de chapeau, voilà, Merci. donc c'est pas tout le monde. Et quand on vous présente un AS, le phénotype, la morphologie n'est pas différente de un A. Donc c'est un peu la réduction de la prévalence de la maladie, c'est sur terme, c'est fait, voilà, que nous disons, passe d'abord par la sensibilisation et la prévention primaire, c'est-à-dire le dépistage. Le dépistage, tel qu'on le fait chez les femmes enceintes, à la période néonatale, il ne faut pas attendre les fiançailles pour le faire. Avant, chez les jeunes, avant le mariage, pour pouvoir prendre des décisions assez responsables. Voilà, merci beaucoup, docteur Ange Ngonde, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ok, merci. Alors, fidèles téléspectateurs, c'est ici que nous mettons un terme à notre émission Télésanté, magazine d'ici et d'ailleurs. Nous avons reçu pour vous le docteur Ange Ngonde, qui est médecin de famille en même temps drépanologue. Restez branchés sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Nous vous retrouverons la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.